On a le plaisir d'accueillir Stéphane Gaudry, qui va nous parler d'un sujet qui a été un petit peu introduit juste avant, mais on va pouvoir enchaîner dessus, ça va être très bien. Qui va nous parler un petit peu de quel outcome et sur quoi il faut se baser pour évaluer un petit peu nos études cliniques et le devenir de nos patients. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier le congrès et les organisateurs pour l'invitation. C'est un jeune congrès, mais qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Quand on voit les autres congrès qui dépensent beaucoup en empreinte carbone pour dire des choses souvent pas très intéressantes, là, au moins on a parlé de choses utiles, en tout cas de ce que j'ai entendu du congrès. Donc là, je vais essayer de continuer à parler de choses importantes. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais le sujet aujourd'hui, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qui est important pour notre malade, ou nos malades, en termes de santé publique notamment, et de financement de la recherche. Est-ce que, quand je fais une recherche, peut-être dans la salle, il y en a certains qui vont par la suite, dans quelques années, mener des essais randomisés ou d'autres formes de recherche, sur quoi ils vont se baser pour évaluer l'efficacité d'une thérapeutique, d'une prise en charge, et est-ce que finalement leur intervention va être utile pour le patient. Alors ça peut être un peu étonnant, parce que quand on parle de ça à des gens non médecins, les gens ne comprennent pas, ils disent « mais ça veut dire que vous faites de la recherche qui n'est pas utile pour le patient ?» Ah bah oui, ça nous arrive, et vous allez voir que ça nous arrive bien souvent, même quand on ne le souhaite pas nécessairement. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphane Gaudry, je travaille à Avicenne, à côté de Paris, et je fais de la recherche également dans un autre domaine que la méthodologie, sur des problèmes de néphrologie, en particulier d'insuffisance rénale aiguë et d'épuration extra-rénale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt quand je parle de ce topo-là. J'ai des conflits d'intérêt quand même peut-être un petit peu parce que j'ai participé à des études, mené des études, et notamment j'ai choisi des critères de jugement qui pourraient me paraître plus importants que les autres, mais en fait, à vous de le juger. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours pris le bon critère de jugement, mais en tout cas, j'essaye au maximum. Donc les deux questions qui se posent sur cette thématique-là, la première question, c'est est-ce qu'on mesure la bonne chose quand on fait une étude? Est-ce qu'on a fait le bon choix dans la mesure? Et la deuxième question, et en fait, vous allez voir qu'elles sont un petit peu liées, c'est est-ce que ce que j'ai décidé de mesurer, je le mesure bien? Parce que si j'ai décidé de mesurer quelque chose, mais que je ne le mesure pas bien, il n'y a pas un intérêt considérable. Alors je vais prendre un exemple, puisque finalement, on a tous connu ce type d'exemple quand on fait un peu de réanimation. Votre décision médicale, elle est basée sur vos connaissances et puis sur l'avis des collègues, la discussion, etc. Donc je vous prends cet exemple, patient de 55 ans, qui est hospitalisé dans votre service, le service où vous travaillez, pour une pneumonie à pneumocoque. Il a un SDRA, il est ventilé, il semble relativement grave, et après plusieurs heures, vous constatez que le rapport PO2 sur FiO2 est inférieur à 150, puisqu'il est à 120. Et donc vous discutez avec les collègues, et puis il y a un collègue qui vous dit bah, « moi, je te propose, on va le mettre en décubitus ventral ». Alors la question qui peut se poser, c'est quel bénéfice j'attends du décubitus ventral? Alors vous connaissez tous et toutes cette étude-là, hein, menée par les collègues à Lyon de Claude Guérin. Cette étude-là, elle nous montre que quand on essaye du décubitus ventral ou qu'on ne fait pas de décubitus ventral à nos malades de SDRA graves, ben ça change quand même pas mal de choses. Et une des premières choses que ça change, c'est la mortalité. Donc vous pouvez dire, bah oui, le collègue m'a proposé de le mettre sur le ventre de mon malade. Ce que j'attends de ma décision médicale, c'est que ça améliore la mortalité et le pronostic de mon malade. On verra plus tard que peut-être la mortalité, même si ça paraît extraordinaire, c'est peut-être pas si bien que ça. Alors je continue l'histoire, vous l'avez mis sur le ventre éventuellement, ça a été votre décision, et puis il développe un état de choc qui s'aggrave un petit peu. La noradrénaline monte jusqu'à 2,5 mg/h, et le même collègue vous dit bah, écoute, moi j'ai vu un truc sur l'angiotensine 2, c'est un vasoconstricteur, c'est très moderne, et c'est vachement bien, c'est un effet positif dans les chocs septiques, et donc tu devrais la mettre en jeu. Ah ok, quel bénéfice j'en attends? Alors là, regardez bien, hein, on est sur le même niveau de publication, New England Journal of Medicine, la crème de la crème, donc c'est du très lourd. Alors c'est du très lourd, et c'est vrai, l'angiotensine 2, ça paraît hyper bien, puisqu'il y a une étude dans le New England qui est positive dans le choc septique. Étude positive dans le choc septique publiée dans le New England, il n'y en a pas souvent. D'ailleurs, publiée nulle part, il n'y en a pas très souvent. C'est 2017, c'est angiotensine 2 dans le traitement du choc, enfin, qui semble septique en tout cas. Critère de jugement principal, la pression artérielle moyenne à 3 heures après l'intervention.
L'intervention étant, je vous le rappelle, l'administration, en plus de la noradrénaline, d'un autre vasoconstricteur. Est-ce que vous allez mettre de l'angiotensin 2 à votre malade? C'est une question qui peut se poser. Je vous le dis, il y a certains qui pourraient le faire. Pour d'autres raisons, j'ai pris quelque chose d'un petit peu caricatural. Mais à chaque fois qu'on prend une décision médicale, en fait, finalement, on se base là-dessus, sur qu'est-ce que j'attends de ma décision médicale. Alors, la question finalement de tout ça, c'est comment juger la pertinence d'un critère de jugement dans une étude. Une des façons de faire, c'est de savoir quel est l'impact clinique pour le patient. Alors, on a l'habitude, dans d'autres domaines de la médecine, de classer les critères de jugement de cette façon-là. Vous évaluez par exemple un traitement antihypertenseur et son intérêt. Vous pouvez évaluer l'effet sur la pression artérielle. Vous pouvez évaluer quelque chose de plus compliqué, peut-être, c'est la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Ou alors, vous pouvez même aller évaluer la mortalité, la survie de votre malade, enfin de vos malades que vous avez mis sous cet antihypertenseur. Et plus on avance vers la droite de cette diapositive, plus l'impact finalement sur le malade est important. Vous réalisez bien que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez plutôt tendance à aller là, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup moins de malades. Donc finalement, peut-être que ce que je vais vous proposer, ça coûte un peu d'argent. Bon, on en discutera après. Le contrôle de la pression artérielle dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle des critères de jugement intermédiaires. Et ces critères de jugement intermédiaires, ils peuvent éventuellement être intéressants pour aller toucher de plus près ce qui est peut-être plus important pour le malade. Mais ça reste des critères de jugement intermédiaires. Et il y a de nombreux exemples dans la littérature qui montrent que ces critères de jugement intermédiaires peuvent être pris en défaut et aboutir même à ce que le malade, enfin la survie globale des malades s'aggrave. Donc faites attention à ces critères de jugement. Il y a un exemple, c'est le même que je vais prendre que tout à l'heure. Dans le SDRA, pendant longtemps, on nous a dit que la PO2 sur FiO2 était améliorée par le décubitus ventral, et il aura fallu attendre l'étude de Guérin pour nous dire, en fait, ça améliore la mortalité, probablement. Alors, je vous rassure, malgré cela, dans le monde, on l'utilise très peu. Hein. Tout le monde connaît, enfin, vous avez probablement lu les résultats de LungSafe. SDRA grave, dans le monde. Combien vous pensez que de malades sur 100 sont mis sur le ventre? Quelqu'un a une idée? Vous le savez peut-être, c'est entre 15 et 20%. Donc, ce qui veut quand même dire que, malgré le fait qu'on montre que ça a une efficacité sur des critères importants, on ne le fait pas nécessairement. Bon, on y reviendra. La relation, finalement, entre les critères de jugement que vous allez choisir, elle a été modélisée dans les années 90 par ces deux personnes, qui sont Wilson et Cleary, qui ont dit, bah voilà, il y a plusieurs types de critères de jugement. Il y a des facteurs biologiques, physiologiques. Alors vous allez voir que vous pouvez en faire plein d'études qui améliorent l'hémoglobine, qui améliorent le BNP, qui améliorent ces genres de choses. À vous de voir si c'est utile. Après, il y a les symptômes. Et puis des choses beaucoup plus intégrées, il y a la fonction du malade. Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas? Ça, c'est une fonction. Après, le malade peut décider lui-même que s'il marche ou s'il ne marche pas, ça ne l'impacte pas beaucoup. C'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, il y a la perception générale de l'état de santé, beaucoup plus compliqué. Là, on rentre dans des trucs complexes. Et enfin, la qualité de vie qui est le truc le plus difficile à évaluer. Et plus vous avancez vers la droite, plus en fait la caractéristique de la personne va influencer sur votre critère de jugement. Et donc, vous allez être beaucoup moins efficace si vous n'avez qu'une seule intervention. Attention, votre intervention, elle va être elle va être influencée par beaucoup de choses, et notamment les caractéristiques de la personne, mais également les caractéristiques de l'environnement. Puisque la perception de l'état de santé, c'est souvent en rapport avec l'environnement, la famille, les amis, le fait d'être soutenu socialement, j'en passe, on en a parlé juste précédemment. Alors, pendant des années, et on continue à voir des gens, quand on fait un peu de méthodologie et des essais cliniques, on nous explique il faut choisir la mortalité. Alors, je vous le dis, on nous explique, mais même parfois, on nous tord un peu le bras en nous expliquant, bah, c'est simple, si vous choisissez pas un critère de jugement dur, c'est comme ça que les appellent les gens qui nous donnent de l'argent, vous pouvez oublier. Le PHRC national, hein, c'est une façon de financer de la recherche publique. Si vous n'avez pas en réanimation un critère de jugement de mortalité, il va falloir être solide sur les appuis pour les convaincre. Parce qu'ils vont vous dire, non, la réanimation, c'est fait pour sauver des vies. Vous me faites simple, vous sauvez les vies des gens, donc l'autre critère de jugement, c'est la mortalité. OK, mais notre problème, et ça c'est une diapositive, vous voyez, j'ai emprunté à un collègue qui faisait des topos sur la mortalité en réanimation dans les années 2000. Vous voyez, ça s'arrête à 96. C'est la baisse de la mortalité de nos patients qui ont
un SDRA. Alors, vous pouvez continuer la courbe. Vous voyez bien vers où elle va. Et puis, vous finissez par ces études-là, donc notamment l'étude de Guérin sur le SDRA et le décubitus ventral, ou l'utilisation de simvastatine. Bon, bref, bien entendu, c'est négatif. Et la mortalité, maintenant, c'est quand dans ces études-là, c'est 16-20%. On est sur des mortalités qui sont relativement faibles, finalement, par rapport à ce qu'on avait précédemment. Et donc, certains nous ont expliqué, la mortalité, c'est fini, il ne faut plus l'utiliser, attention, on va avoir beaucoup de problèmes pour montrer l'efficacité d'un traitement. Alors, il y a des solutions, on va en reparler, mais pour montrer l'efficacité d'un traitement, faut arrêter la mortalité. Alors, je mets ça exprès, parce que Jean-Louis Vincent, que vous connaissez probablement, lui, il a plutôt tendance à dire, du coup, on va revenir vers des critères beaucoup plus simples, la pression artérielle, la durée de ventilation, là c'est un peu plus dur, c'est plutôt de la fonction. Donc, on va revenir en arrière et puis tout ira bien. Alors, oui, pourquoi pas. Si vous voulez encore utiliser la mortalité, méfiez-vous, parce que même si votre étude est positive, elle montre peut-être quelque chose qui n'est pas si positif pour le malade. Je vous le montre. Peut-être que vous avez eu l'occasion de lire cette étude. C'est l'intérêt d'une décompression de la boîte crânienne lorsque on a un accident traumatique et une hypertension intracrânienne. Donc c'est deux stratégies, une stratégie chirurgicale et une stratégie standard. Et l'étude est positive, puisque vous voyez, dans la prise en charge médicale, c'est en gris, les malades meurent beaucoup plus. On s'arrête là, c'est bon. Tous mes malades qui vont arriver après l'accident de voiture ou de trottinette, je vais leur décomprimer le crâne. Alors après, on regarde ce qui pourrait considérer comme un outcome favorable, c'est-à-dire le fait d'avoir des séquelles, mais pas trop. Donc là, c'est vert et bleu. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, rien du tout. Ça n'a rien changé. Donc oui, quand vous voyez une étude qui est positive sur la mortalité, c'est peut-être que c'est super bien, mais allez un petit peu plus loin, essayez de réfléchir si vraiment c'est utile pour notre malade. Et c'est utile pour nos malades, on en a parlé précédemment, c'est un sujet hyper vaste. Malheureusement, une bonne partie de nos malades sortent de réanimation, sont vivants, mais est-ce que vraiment on leur a rendu service? C'est une vraie question. Tout ce qu'on leur fait, l'immobilité, la ventilation mécanique, les médicaments, la lumière, ils ne dorment pas, toute cette agression globale va induire des séquelles musculaires, articulaires, respiratoires, qui vont induire une baisse de leur fonction, et très souvent, c'est beaucoup plus intégré, mais une baisse de leur qualité de vie. Vous connaissez, on en a parlé juste précédemment, les études sur le SDRA, le suivi à 5 ans de ces malades-là. Eh bien, il y a une constellation, c'est comme ça qu'on dit habituellement, enfin en tout cas de séquelles physiques et psychologiques chez ces malades-là qui sont extrêmement importantes, et donc probablement c'est une source de critères de jugement pour nos futurs essais randomisés. Dans vos lectures, je vous conseille de lire Paul Wischmeyer. C'est un Américain. Alors, ne passez pas trop de temps non plus dessus, mais regardez surtout les éditos, parce que c'est toujours assez marquant ce qu'il raconte. Paul Wischmeyer, il se pose toujours la question, est-ce que finalement notre réanimation, elle a créé des survivants ou bien des victimes? Une vraie question qu'il a pu lui-même approcher, parce que Paul Wischmeyer, dans ce papier-là, je ne vais pas briser le secret médical, il le dit quand il est en congrès, puis il le dit dans ce papier dans Intensive Care. Paul Wischmeyer, il a une rectocolite hémorragique, et puis parfois il fait des petites décompensations. Là, c'est lui en juillet 2014, vous voyez qu'il est plutôt en bonne santé, enfin on a l'impression en tout cas, il a le sourire, il est musclé. Et puis un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, voilà, après 3 semaines de réanimation, quand il revient à la maison, son état. Il y a tout sur cette photo, vous pouvez voir les traits tirés, vous pouvez voir la masse musculaire qui a baissé. Paul Wischmeyer, quand il prend cette photo-là, il a 45 ans. On imagine ce qu'on peut faire sur nos malades qui ont en moyenne 60 ans dans nos réanimations. Alors, quand on regarde finalement ce qu'on fait, on peut s'intéresser à les publications qui nous sont données, puis c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus qu'on prend nos décisions. J'en ai discuté avant. Quand vous discutez avec un collègue, il y a tendance à vous dire, on a toujours cette histoire-là, il y a un papier qui a été publié en 98 qui montre que ça fait mieux que ça, etc. Bon, prenons un peu de recul et regardons globalement sur la littérature médicale, qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure. Donc ce papier, il est hyper intéressant parce qu'il reprend des années 70 jusqu'à 2013. Il y a plus de 25 000 articles. Donc
Donc les mecs, ils se sont quand même tapé un boulot monstrueux. Ils ont isolé 425 articles qui incluent des critères de jugement évalués après l'hospitalisation en réanimation. Donc ça veut dire 2%. Ça veut dire que notre littérature, depuis 50 ans, j'exagère peut-être un peu, allez, 40 ans, ne s'intéresse que pour 2% à l'état de notre malade après la réanimation. Or, j'ai l'impression, moi en tout cas, que mon malade, quand il sort de la réanimation, c'est là que, pour lui, c'est important. Ce qui s'est passé pendant la réanimation, c'était bien, on a évité des choses, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour lui, tout ce qui se passe après, ça a une importance considérable. Par ailleurs, sur quoi on a fait nos mesures, enfin avec quoi on a utilisé nos mesures, avec quoi on a fait nos mesures, pardon, les instruments. Mais vous voyez, il y a 250 instruments différents sur 40 ans. Sur les 15 dernières années, je peux vous dire, les instruments pour évaluer le stress post-traumatique post-ICU, il y en a 9 différents dans la littérature. Comment peut-on savoir, travailler ensemble et se comprendre si on utilise 9 instruments différents et qu'en plus on l'utilise aussi rarement dans nos études? Ça, c'est un vrai problème. Quand on regarde quelles étaient les méthodologies des études qui s'intéressaient justement aux survivants de la réanimation, en tout cas à des critères de jugement au-delà de la réanimation, vous voyez que c'est essentiellement des études observationnelles. Bah ouais, c'est plus simple. Hein. On appelle, on prend une nouvelle. Quand vous faites un essai randomisé, si vous vous arrêtez à la sortie de la réanimation dans l'évaluation, ou si vous faites juste un point à J60 mort-vivant, vous n'avez même pas besoin d'appeler le malade, hein, juste pour information. Si vous voulez savoir si un malade est mort ou vivant, vous passez un coup de fil à la mairie de naissance et vous avez l'information, elle est publique. Donc, vous ne vous intéressez pas au malade, vous allez appeler pour voir s'il est mort ou vivant. Dans les essais, il y en a très très peu qui s'y intéressent. Pourquoi il y en a très peu qui s'intéressent? Parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce que si vous voulez passer des informations de post-ICU, eh bien, vous pouvez multiplier votre budget d'essai randomisé par 2 à peu près. Parce que ça va être très difficile, il va falloir appeler le malade, le faire revenir, vous allez avoir des informations manquantes, il va falloir aller gratter. Et certains dans la salle savent à quel point c'est difficile, puisque je leur ai demandé de le faire, et que ça leur a pris 1 an ou 1 an et demi. Donc, pour comprendre un peu ce défaut et pour essayer de progresser, ce qu'il faut évaluer, c'est qu'est-ce qui est important pour le malade. Et il faut s'intéresser à ces post-ICU outcomes. Alors, il n'y a pas que la réanimation dans la vie, on a d'autres spécialités qui s'y sont intéressées bien avant nous, et notamment les spécialités comme la rhumatologie, la diabétologie, les maladies chroniques. Un des premiers à s'être intéressé à ces sujets de Patient Important Outcome, c'est Gordon Guyatt. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais je suis à peu près certain que vous l'avez croisé dans un papier. Je pense qu'il a 3000 occurrences PubMed. Dès qu'il y a un sujet un peu compliqué, en tout cas qui est centré sur le malade, il est dans le coin. Alors, il a beaucoup travaillé sur le sujet, et ce qu'il dit finalement, c'est que les critères de jugement, ce qui compte, c'est pas ce qui est cliniquement, c'est qu'on dit ah ouais, c'est cliniquement relevant. Mais non, ce qui doit être intéressant, c'est quand est-ce que c'est utile et important pour mon malade, ce à quoi je m'intéresse. Un exemple très simple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font du bloc opératoire dans la salle. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais quelquefois, à la sortie de la réanimation, j'en fais pas du tout, mais à la sortie du bloc opératoire, je vois le chirurgien arriver et qui dit bah, ça s'est hyper bien passé, hein. Intervention nickel. Puis le malade, il a 25 mg de noradrénaline, il meurt au bout de 3 heures, mais ça s'est bien passé. L'intervention s'est bien passée. Donc on voit bien la différence entre ce que pensent les médecins ou les chirurgiens et ce que pense le malade. C'est une première caractéristique. Donc une définition, et c'est très proche de la définition de l'OMS dont l'orateur précédent a parlé sur la santé, c'est ce qui est important pour le malade, c'est ce qu'il ressent, comment il fonctionne, et éventuellement comment il survit. Bien sûr, ça a une importance, hein, la mortalité. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Nous, on s'était intéressé à ce qui se passe en réanimation. Donc la littérature dans la réanimation, mais en se centrant uniquement sur les essais randomisés. Donc la crème de la décision médicale. On avait regardé sur 1 an ce qui se passait dans la littérature et quels étaient les critères de jugement qu'on utilisait. On avait même exclu les études de phase 2, les études qui disent être physiologiques. Donc au moins, on était sûr de se centrer sur un truc, je teste une intervention et sur quoi je me base.
on avait défini les Patient Important Outcomes en réanimation comme étant la mortalité, la qualité de vie après la réanimation et la fonction, la cognition et éventuellement les séquelles neurologiques. On a isolé 112 articles sur un an, et sur ces 112 articles, la première chose, c'est qu'on est sur une vision qui est toute petite, c'est-à-dire la plupart, les 90% des essais s'intéressent aux 30 premiers jours, donc un effet sur 30 jours. On ne va pas regarder plus loin. Il y a 11% des études, vous voyez, qui vont au-delà de 30 jours, et 4% qui vont voir ce qui se passe au-delà de 6 mois. Et quand on regarde, quand on classifie les critères de jugement de ces essais-là, mais vous apercevez que Patient Important Outcome, 24%. Alors vous allez me dire, ah, c'est super, c'est mieux que la dernière fois, il a montré c'était 2%. Alors vous allez voir qu'en fait, il faut le revoir un peu différemment. Le premier, ce qui arrive en premier, si vous voulez publier des papiers, il faut utiliser des critères de jugement biologiques, physiologiques, radiologiques. C'est facile parce que ça coûte moins cher et ça va aller beaucoup plus vite. Je ne sais pas si c'est très efficient, comme on dit, ou utile pour le malade. Quand on regarde en détail, sur les critères de jugement qui étaient Patient Important Outcome, en fait, c'est quasiment que de la mortalité. Il y en a 21 sur 27 qui sont des critères de jugement de mortalité. Le reste, c'est à la marge complètement. Donc, finalement, quand on regarde, si on regarde toute cette littérature-là, il n'y a que 10% qui rapportent réellement un critère de jugement dont la source est le patient. C'est-à-dire que le patient vous dit, oui, je ne me sens pas bien, oui, ma qualité de vie, ça ne va pas bien, avec des échelles, etc. Oui, je ne dépasse pas 2 étages quand je rentre chez moi et je m'arrête au bout de 2 étages. Il n'y en a que 10%. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me challenger là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même faire mieux. On peut faire mieux, on peut s'intéresser plus, dans la recherche en tout cas, aux patients et peut-être faire un peu moins de recherche, mais peut-être de la meilleure recherche. Ça rejoint ce qu'on disait juste précédemment. La recherche est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais les MIGAC, tous ces scores qui permettent de faire rentrer de l'argent dans les hôpitaux, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a une augmentation du nombre d'essais publiés, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'on pourrait dire, plutôt que faire 10 essais sur la pression artérielle, je vais en faire qu'un. Je vais bien sûr essayer de synthétiser les choses, essayer de trouver l'intervention qu'il faut, mais je vais aller regarder des critères de jugement plus centrés sur mon malade. Donc quand on regarde, si on dit les patients vont participer maintenant au choix, et qu'on regarde, par exemple, est-ce que les patients ils pensent comme nous, les cliniciens, ou comme nous, les chercheurs. Alors quelquefois vous êtes clinicien, chercheur, quelquefois vous êtes plus clinicien, quelquefois vous êtes plus chercheur, mais globalement, est-ce qu'ils pensent comme nous? Alors vous allez me dire, mais ça n'existe pas. Si, écoutez, ça existe, je vais vous montrer quelques exemples. James Lind Initiative, tout le monde connaît James Lind ici? Non? James Lind, c'est le premier à avoir fait un essai randomisé. C'était un médecin de la marine anglaise. Et donc, il s'est aperçu que les marins mouraient essentiellement de scorbut. Et donc, ils mouraient beaucoup plus de scorbut que de balles à travers le corps. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais essayer de trouver un truc. Il en a pris 8. Puis il a dit, toi, alors, je crois qu'il y avait 6 groupes. Alors, dans les groupes d'intervention, il y avait, je crois, des choses comme de l'alcool. On leur en donnait une petite goutte d'alcool à chaque jour pour voir si ça améliorait les choses. Puis dans un des groupes, il y avait du citron et de l'orange mélangés. Et donc il s'est aperçu que ceux qui étaient... il n'y avait que 2 par groupe. Hein. Citron et orange n'étaient pas morts finalement. Tous les autres groupes étaient morts. Et donc il s'est dit, voilà, ça doit être ça. Alors après, il s'est un peu planté parce que les citrons et les oranges, il les a mélangés, puis il les a desséchés. Il a dit, vous allez voir, je vais en donner à tout le monde et ils ne vont plus mourir. Alors, ils sont tous morts parce qu'en fait, quand vous desséchez, vous n'avez plus de vitamine C. Enfin bon, bref. Donc James Lind, si ça vous intéresse, c'est assez marrant ces travaux. Donc James Lind Initiative, Alliance, en fait, c'est un truc super cool. C'est vous vous arrêtez un peu, vous prenez du recul et puis vous allez rencontrer des patients et puis vous leur parlez de votre travail et de ce que vous faites et de la recherche que vous voulez faire. Et puis vous leur dites, mais vous pensez que ce serait intéressant, mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'on peut améliorer chez vous? Alors ça marche bien pour les
pour les maladies chroniques. Hein. C'est plus challenge hein, pour la réanimation, mais quand même, il commence à y avoir des choses. Pour les maladies chroniques, le diabétique, il va vous dire, moi, ce qui m'emmerde, c'est que je ne peux plus marcher parce que j'ai le pied diabétique. Donc, j'aimerais bien que si vous évaluez quelque chose, vous n'évaluez pas la surface du pied diabétique, mais plutôt ma capacité à aller faire les courses. Donc, vous voyez, il y a des patients, il y a des chercheurs, et on fait de la recherche qualitative, mais même on peut aller là, choisir les critères de jugement dans des essais randomisés. Il y a d'autres exemples, parce que James Lynn, c'est anglais, comme vous l'aurez deviné. Il y a Patient Center Outcome Research Institute, ça c'est américain, et là c'est pareil, on fait venir des malades, on fait venir des chercheurs, on fait venir des cliniciens, des gens investis dans le problème, et on leur demande qu'est-ce qu'on fait maintenant. En gros, on se pose. C'est pas fais gaffe, il y a le PHRC, la lettre d'intention, c'est dans 3 semaines. Trouve-moi un truc là, vas-y, écris un machin. Il faut qu'on chope les 500 000 balles et qu'on puisse mener le prochain essai randomisé sur la ventilation mécanique. C'est pas ça du tout. On prend du recul et on essaye de trouver quelque chose de plus utile. Alors, quand on regarde ce qui se passe entre la perspective des patients, des familles et des chercheurs en réanimation, donc là on est sur la détresse respiratoire aiguë, et qu'on se dit, voilà, on va prendre 3 groupes de répondants, on va leur poser des questions, il y aura les patients, il y aura leurs familles, et puis il y aura les chercheurs. On va leur poser des questions sur 19 critères de jugement. Et on va leur demander si ces 19 critères de jugement doivent être systématiquement évalués, en tout cas mesurés, lorsqu'on fait un essai randomisé sur l'acute respiratory failure. Et donc, ils peuvent répondre sur ce qu'on appelle un 5-point Likert scale, c'est-à-dire soit strongly agree jusqu'à strongly disagree. Donc, on va imaginer que strongly agree et agree, c'est une bonne réponse. Et donc, quand vous regardez la proportion de patients ou de familles ou de chercheurs qui ont répondu strongly agree ou agree aux différents points, vous apercevez qu'il y a des différences quand même assez importantes. Par exemple, les chercheurs considèrent que c'est strongly agree ou agree pour la douleur dans seulement 83% des cas. C'est intéressant, parce que les malades, eux, c'est 96%. La fonction pulmonaire, ça intéresse assez peu les chercheurs. Les malades, ça les intéresse, parce que respirer, c'est un truc, tous les jours, ça leur est utile. La fatigue, regardez bien la différence. 95% des patients disent ça, c'est hyper important. Et les autres, 76%, enfin les chercheurs, disent ouais, c'est hyper important. Donc il y en a quand même un certain nombre à convaincre. La fatigue, ça a été beaucoup utilisé pour mettre d'accord les chercheurs et les patients dans les études sur le cancer. Très très difficile à mettre d'accord les gens. Mais en faisant ça, vous arrivez à les faire discuter. Et avec les James Lynn Initiative et tous ces trucs-là, on peut peut-être trouver un terrain d'accord. Une façon de faire, et je vais finir là-dessus parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, une façon de faire pour se mettre d'accord et avancer dans ce problème-là, c'est de faire ce qu'on appelle des core outcome sets. Donc les core outcome sets, c'est le minimum d'outcome que vous serez obligé d'évaluer si vous faites une étude sur l'essai sur le SDRA dans 10 ans. On vous dira, écoute, tu fais une étude sur le SDRA, c'est bien, mais tu vas être obligé d'évaluer la fonction du malade, ou sa qualité de vie à 6 mois, ou sa fatigue, etc. On dira, sinon, ce n'est pas de la très bonne recherche. Et puis après, une fois qu'on a répondu à cet objectif, on doit répondre à l'objectif de la méthode de mesure, et là, on a maintenant des core outcome measurement. Vous allez voir qu'on est au tout début de cette histoire-là, qu'il y a un papier qui est sorti il y a 2 ans sur le sujet du SDRA et de ses core outcome sets, en faisant un espèce de consensus autour des patients, des cliniciens, des chercheurs dans 16 pays. Donc c'est un énorme boulot. Alors ils sont arrivés à un consensus, tout n'est pas encore très clair. Vous voyez les 8 outcomes qui ont été définis comme importants pour les chercheurs, les patients et les survivants à la réanimation. Survie, qualité de vie, mental health, la douleur, la cognition, la fonction physique, la fonction musculaire et nerveuse et la fonction pulmonaire. Et à chaque fois, vous voyez, ils se sont mis d'accord. Alors pour la qualité de vie, a priori comme ça, ils se sont mis d'accord pour EQ5D et éventuellement SF36V2. Mais vous voyez, pour certains trucs, ils ne se sont pas mis d'accord. On n'a pas encore tout à fait les choses. On est juste sur le SDRA et on espère que d'ici quelques années, on aura ces travaux en commun avec les patients pour atteindre un peu plus de qualité dans nos critères de jugement. Donc pour finir, et pour vous convaincre peut-être encore plus, sachez que si demain vous décidez de soumettre un papier au BMJ,
eh bien, le BMJ va vous dire, mais dans votre étude, là, vous avez... le BMJ sont très en avance sur beaucoup de choses. Les conflits d'intérêts, les patients, tout ça, ils ont compris quand même plus de choses que d'autres journaux. Donc, ils vont dire quelles étaient qu'est-ce qu'ont fait les patients dans votre étude. Alors, si vous dites juste, je les ai randomisés, j'ai regardé si c'était mort au bout de 6 mois, ils vont un peu tiquer, ils vont dire, mais est-ce qu'ils ont été impliqués dans la construction de la question de recherche, dans la construction du critère de jugement, dans l'analyse de votre étude, dans la discussion autour du résultat? Ils vont vous demander, et vous allez être obligé, je ne sais pas si certains ont déjà soumis au BMJ, mais il y a un paragraphe obligatoire qui s'appelle Patient Involvement. Vous êtes obligé de le remplir. Donc si vous remplissez No, bon, ça va être un peu compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que regardez, il y a un senior éditeur qui est patient. Donc maintenant, quand vous envoyez au BMJ, vous êtes reviewé par des patients qui regardent, dont le métier en pratique est éditeur, mais qui vont regarder si ce que vous avez fait c'est intéressant ou si ça n'a aucun intérêt. Donc vous allez être obligé de vous justifier auprès de ça. Donc on est au début de ce mouvement. Moi, je trouve que c'est plutôt positif, que ça peut avoir des conséquences négatives pour notre métier de chercheur, mais ça doit avoir des conséquences très positives et il faut qu'on accompagne le mouvement. Et donc pour finir, je vous ai fait cette petite diapositive, que la révolution des patients commence. Merci beaucoup. Super Stéphane, merci beaucoup. Ça faisait vraiment écho pour ceux qui étaient là hier, qui avaient vu Camille After My Lyle. C'était vraiment une belle référence, un bel écho, je trouvais, à ce que réimpliquer le patient au maximum justement dans ce qu'on fait au quotidien, puis le après aussi pour la recherche, parce que c'est eux en fait l'important, c'est ce pourquoi on est là et qu'on est soignant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas, vas-y, je t'écoute. Moi, j'en aurais une, c'est surtout en ce moment, on entend beaucoup parmi les enjeux de la prise en charge anesthésique et chirurgicale, surtout en carcino, parler de la RAC et du coup de réduire la durée de séjour du patient à l'hôpital. Je me demandais si ça c'était une perspective uniquement économique ou si le patient au final il était mieux chez lui une fois parce que quand on le présente en consultation, on dit au patient on vous garde le moins possible, vous serez mieux chez vous. Mais est-ce que c'est vrai pour le patient? Est-ce qu'il a une qualité de vie optimale en restant moins longtemps à l'hôpital? Et est-ce qu'au final, c'est la durée de séjour du patient, c'est quelque chose d'intéressant à évaluer Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. La première, c'est de se tourner vers nos collègues américains qui font beaucoup ça, c'est-à-dire qui réduisent énormément les temps d'hospitalisation. Je ne sais pas si tu as des copains qui ont été aux États-Unis ou que tu as été aux États-Unis et que tu as été malade. Donc aux États-Unis, tu te fais une fracture du genou, tu es hospitalisé 48 heures, quoi. Donc tu rentres chez toi avec la jambe comme ça, tu viens d'être opéré, et puis chez toi, tu gères l'ontalgie, le machin. C'est super parce que peut-être il y a une autonomisation du malade. Je ne suis pas sûr que ça convienne à tout le monde. Quand on a 35 ans, je pense et qu'on est bien entouré, qu'il y a de la famille, ça va. Mais quand on a ne serait-ce que, je sais pas, 50, 60 ans, qu'on vit seul, etc., ça peut commencer à être très très compliqué. Donc dire on va réduire la durée d'hospitalisation pour tout le monde et tout le monde sera content, c'est à mon sens n'importe quoi. Voilà. Ça c'est mon point de vue. C'est pas de la science, c'est mon point de vue. Est-ce que c'est économique? Bah oui, c'est purement économique, puisque une grosse partie de la recherche maintenant, ça vise à réduire l'impact financier de ce qu'on fait. Donc oui, c'est économique. Après, comme je dis, il y a des malades chez qui ça va très très bien se passer. Mais si c'est un critère de jugement où tu vas regarder dans une population générale, bah non. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, peut-être, tu vois, c'est une idée, c'est de proposer au malade de sortir plus vite, de lui proposer, et puis de voir s'il le fait, en lui disant les avantages, les inconvénients, parce que c'est quand même compliqué de sortir avec, il faut prendre ses antalgiques, ses antibiotiques, en même temps on a la nausée, on a été gerbé, alors qu'est-ce qu'on fait? 3 heures du mat', j'ai gerbé mes antibiotiques, j'appelle qui? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la difficulté, et je pense que dans ce qu'on disait juste avec l'orateur précédent, en mettant un peu plus d'humain, peut-être qu'on ira sur des critères qui sont moins, tu vois, la durée, par exemple la durée d'hospitalisation. Enfin, je veux dire, bien sûr, on garde pas les malades de force à l'hôpital. Enfin, vous les gardez de force, vous les empêchez de sortir. Non, on a envie qu'ils sortent, mais qu'ils soient bien, et puis qu'ils puissent être autonomes vers quelque chose. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà.
Voilà. Si ton patient ressort, justement, comment après tu évalues la douleur, comment tu le suis? Il est rentré très bien, mais qu'est-ce qui devient après? C'est vrai que c'est important d'avoir le retour là-dessus aussi. Alors après, si derrière nos politiques nous disent bah, c'est super, on va vous faire ça, ils vont sortir à la maison, vous allez pouvoir les appeler entre deux consultes, on va bien vous organiser un truc, mais ça, c'est pas vrai. Donc non, si on base juste sur la durée d'hospitalisation, pour moi, ça n'a pas de sens, il faut justement aller plus faire le malade. Oui, vas-y. J'ai une question un petit peu coupée en deux. C'est quand on utilise des critères de jugement, ces critères de jugement complexes, un petit peu plus, qui vont au-delà de la mortalité, on a aussi dans leur mesure une certaine variabilité plus importante. Ça implique statistiquement aussi plus de patients. Oui. Plus de patients, souvent c'est difficile et on a aussi beaucoup d'hétérogénéité dans les patients. Oui. Donc avec beaucoup de non-significativité, ce qu'on retrouve énormément dans les grosses études de réa où finalement c'est avec les analyses en sous-groupe qu'on arrive à se débrouiller un petit peu, mais globalement c'est non significatif. Et particulièrement quand on a beaucoup de patients comme ça, quand on sait que cette qualité de vie, elle dépend aussi de critères liés aux patients et de critères liés à l'environnement, au final utiliser des groupes, on ne peut pas faire des groupes homogènes et peut-être que la méthodologie en elle-même du RCT, là, Ouais. Ouais. elle n'est pas bonne parce qu'on ne sait pas faire des groupes homogènes avec autant de personnes. Mais tu as complètement raison, et même si tu arrivais à faire des groupes homogènes, ce que tu dis sur l'influence de la personne et l'influence de l'environnement sur les critères de jugement plus intégrés, c'est comme ça qu'on les appelle, en qualité de vie notamment, ça va se dissoudre progressivement. Je suis entièrement d'accord avec toi, donc ça coûte très cher d'aller essayer de voir si tu améliores la qualité de vie, c'est le summum de l'essai randomisé. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait c'est utile de discuter. Parce que si on dit, bah voilà, le malade, ce qu'il veut, c'est la qualité de vie, bah on va pas y arriver, je suis d'accord avec toi. Mais si on discute avec le malade en lui disant, écoutez, là, on a un essai, on est en cours, avec des malades, on est en train de le mettre en forme, on n'aura pas les moyens d'évaluer des trucs comme la qualité de vie, etc. Mais par contre, notre impression, c'est que, je sais pas, la durée de ventilation mécanique peut avoir une influence indirecte sur votre qualité de vie. Pour commencer, on voudrait commencer par là. Est-ce que ça vous paraît intéressant? C'est une discussion. Après, bien entendu, on ne va pas faire que des essais avec de la qualité de vie à 1 an. Ça n'a pas de sens. On va faire des essais. Donc, le critère de jugement principal peut être, par exemple, la durée de ventilation mécanique. Mais ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va aller regarder plus loin. Par contre, le malade, il va dire, oui, votre critère de jugement principal, vous allez construire votre étude statistiquement, etc., pour juger un critère qui est intermédiaire, mais il est hors de question que vous ne regardiez pas ce qui se passe au bout d'1 an. Et là, on va être obligé de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on aura au bout de plusieurs essais sur le même sujet, des informations quand même beaucoup plus solides. Tu peux faire des méta-analyses sur données individuelles qui te donnent encore plus d'informations. Et là, encore, les méta-analyses sur données individuelles ne peuvent se faire que parce qu'on a le même outil de mesure. Tu vois, d'où l'intérêt d'avoir le même outil de mesure. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des essais avec des critères de jugement. Le critère de jugement principal de chaque essai doit être la qualité de vie à 6 mois ou à 1 an. Non. Je dis juste, il faut aller regarder. Il faut aller regarder, il faut bien le mesurer, et toutes ces informations, à la fin, elles seront utiles. Oui. Dernière question, Khalil. Mm-hmm. Énorme test de médecine, le test de Céline. On peut critiquer Céline sur plein de trucs, il n'y a pas de problème, c'est pas le sujet. Mais lisez la thèse de Céline, c'est juste incroyable. Ouais. Mais ça, alors, ce que tu mets en avant, c'est le côté cursus médical qui induit de la recherche qui ne sert à rien. Alors, tu as entièrement raison, mais en fait, pour moi, c'est un petit phénomène par rapport à l'énormité de la recherche inutile qui est publiée tous les jours
Quand vous tapez NGAL dans PubMed, allez rechercher, je pense que vous êtes à 18 ou 20 000 NGAL, truc que vous n'utilisez jamais, dont vous vous foutez royalement. Et ça va continuer, je vous rassure. Donc il y a un problème, et c'est pas que le problème des thèses de médecine. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, étant un peu plus vieux, je suis maintenant dans des jurys de thèses. Il y a des fois, je vois des thèses, mais même s'il y a un peu de données, mais c'était pas la peine en fait. Le mec, il n'avait pas envie de faire sa thèse de médecine là-dessus. Je préférais qu'il vienne pendant une demi-heure et qu'il me parle de lui, ce qu'il a envie de faire, de son projet. Moi, je suis convaincu que les thèses de médecine, c'est ça. C'est voilà, maintenant je suis médecin, je vais vous présenter ce que j'ai fait pour devenir médecin, et maintenant je vais vous présenter ce que je vais faire dans les années à venir. Mais ça me va comme thèse de médecine. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que la thèse de médecine, comme tu dis, fait sur le coin de table, où on t'a dit, bah, écoute, tu vas appeler 25 docteurs qui font du SAMU et tu vas leur demander s'ils préfèrent intuber avec la main droite ou la main gauche, puis ça fera ta thèse de médecine. Bah oui, ça ne sert à rien. Voilà. Et en plus, je passerai un meilleur moment avec un étudiant qui présente un truc sur ce qu'il va faire, etc., que quand il me raconte ses coups de téléphone au médecin du SAMU. Donc on est d'accord. Super, merci beaucoup Stéphane. Merci.